Nos voisins les Belges ont-ils une chance pour cette Coupe du Monde? Les amis, c'est ce qu'on va voir, mais moi je peux te le dire, Tcho, je suis ch'ti, donc je suis à 5 minutes de la frontière. Je connais bien les Belges, hein, c'est comme ça, Tcho. En plus, aujourd'hui, on a un maillot payé avec de l'argent 100% haram. Je sais pas si il est reconnu par l'État, ce maillot-là, mais c'est pas grave, c'est un ami qui me l'a prêté. On le remercie évidemment, comme à chaque fois. Floqué de Bruyne, en plus, je crois. Oh là là, magnifique les amis. Et voilà, du coup aujourd'hui on s'intéresse à la Belgique, une nation, grande nation quand même du football qui a pas de trophée majeur récemment, mais on va voir qu'ils ont quand même des armes, des qualités justement pour aller chercher quelque chose de beau sur cette Coupe du Monde 2026. Et on est parti les amis, J-27. Oh là 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 là. Aujourd'hui on est à J-27, hier on était à J-29. Vous dites il est passé où le J-28? Bah les gars en fait c'est juste, mais je m'étais trompé dans les calculs et j'ai vu passer un truc disant que la Coupe du Monde était dans 27 jours. J'ai fait non, je me suis trompé depuis le début. Donc voilà, c'est pas grave les gars, on se rattrape à la moitié justement, on revient dans le bon timing, voilà c'est pas trop gênant parce qu'on est encore là en 27 jours, on réalise pas tellement, et aujourd'hui on s'intéresse donc à la Belgique, oula pardon, mauvais timing, à la Belgique, simplement qui est du coup dans un groupe, le groupe G, un groupe simplement abordable, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de grande équipe, la Belgique part relativement favorite dans ce groupe là, parce que bon, l'Egypte peut être embêtante mais c'est pas non plus une grande nation, et j'estime que l'Iran et la Nouvelle-Zélande, bah, c'est des équipes qui restent largement accessibles pour la Belgique, qui d'ailleurs, justement, à part cette nation-là, bah, on n'a aucune équipe du top 20 du classement FIFA. Donc ça montre un petit peu le niveau de ce groupe qui reste abordable évidemment pour nos amis les Belges. Et du coup, aujourd'hui, 25e épisode de notre tour du monde, on s'intéresse à cette 9e nation au classement FIFA. La Belgique est alors devant des nations comme l'Uruguay, le Sénégal, la Croatie ou encore l'Allemagne. C'est pour vous dire quand même le calibre de cette sélection, voilà, qui n'a pas de grand trophée majeur sur ces dernières années, mais qui a un bel historique notamment, on va le voir. Oula, encore une fois, je me suis trompé, je suis désolé les gars, mauvaise image. On commence avec cette Coupe du Monde, évidemment qu'on va revenir d'abord sur le parcours de 2014, là où la Belgique a fini donc première de son groupe comme vous le voyez. Donc pour la petite précision, ce sera la 13e Coupe du Monde de l'histoire de la Belgique, là, celle de 2026, et la 5e du 21e siècle, puisqu'ils ont juste loupé celle de 2006 et 2010, sinon ils les ont toutes fait dans notre siècle. Et revenons du coup ici, là où ils avaient fini du coup premier de leur groupe comme vous le voyez, avec 9 points, donc un résultat parfait, 3 victoires en 3 matchs, un groupe relativement homogène, voilà, l'Algérie, la Russie, la Corée du Sud, bon la Russie c'est plus faible, mais Algérie, Corée du Sud, Belgique, c'est 3 belles nations justement qui se sont bien affrontées, et là où la Belgique s'en est plutôt bien sortie, par la suite ils sont venus affronter en 8e de finale, boum, les États-Unis vous le voyez, qu'ils ont battu 2-1, et par la suite l'Argentine, contre qui ils ont perdu 1-0 en quart de finale, l'Argentine d'ailleurs qui finira finaliste de cette édition-là, qui perdra 1-0 justement face aux Allemands. Et voilà, un parcours forcément on va dire satisfaisant pour les Belges parce que tu bats les Pays-Bas, tu bats pardon les États-Unis et après tu viens perdre contre le futur finaliste. Voilà, forcément ça fait moins mal que si tu perds contre une équipe qui se fait éliminer au tour suivant. Par la suite, Coupe du Monde 2018. On y vient à l'image que je vous montre depuis tout à l'heure, mais prenons le temps. D'abord, la Belgique finit du coup première de son groupe, avec une victoire 3-0 contre le Panama, 5-2 face à la Tunisie et 1-0 contre l'Angleterre. Elle finit donc devant les Anglais justement avec 9 points. La Belgique, une équipe qui performe énormément en phase de groupe, on le voit ici 9 points sur 9, là 9 points sur 9 également, avec un groupe là cette fois-ci un peu moins homogène, mais tout autant relevé, on va dire, en termes de difficulté, parce que l'Angleterre, je pense que c'est quand même un sacré bébé à affronter en phase de poule, et la Tunisie, c'est pas non plus n'importe qui. Le Panama, ça reste plus abordable, on le voit ici, il finissait avec 0 points. Tout le monde a gagné contre eux, justement. Mais voilà, un groupe relativement correct. Par la suite, du coup, que fera la Belgique? Eh bien, en huitième de finale, ils vont venir affronter les Japonais qu'ils vont battre 3-2. Ensuite, en quart de finale, un immense parcours. Évidemment, cette édition-là de la Coupe du Monde, bah, c'est la génération dorée de la Belgique. Hein. Une équipe formidable qu'on aimait beaucoup voir jouer, justement. Donc voilà, c'est plein de joueurs. On pourrait en parler pendant des heures, des heures. On dédiera peut-être un jour une vidéo à cette génération-là. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, les amis, mais on rappelle quand même que c'était une très très grande Belgique qui va justement venir en quart de finale affronter le Brésil qu'ils ont battu 2-1 avec un but de De Bruyne notamment à la 31e minute. Sinon, c'est un contre son camp, vous le voyez, des Brésiliens. Il menait d'ailleurs 2-0 jusqu'à la 76e. Et en dessous, je vous ai mis le joueur du match, Thibaut Courtois, qui était énorme ce soir-là, qui sort du coup avec 9 arrêts. Il se prend un seul but en 9 tirs cadrés des Brésiliens. Donc il a vraiment été très 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 solide ce soir-là. Il a permis justement aux Belges d'aller en demi-finale. Qui ont-ils affronté en demi-finale? Non, évidemment, je plaisante, les gars. Avec les Belges, moi, c'est une équipe que j'adore. C'est un pays que j'adore, une culture exceptionnelle. Les Belges, toujours hyper accueillants. Je vous le dis, je suis à côté de chez eux. C'est franchement un peuple extraordinaire, les Belges. Voilà, je sais qu'ils peuvent parfois être un petit peu rancuniers envers nous par rapport à ce match-là. Mais voilà, évidemment, nous, notre cœur reste ouvert et on les adore. Nos voisins, évidemment, on est très unis avec eux. Bon, un match, forcément,
Voilà, je remets l'image. Là, c'est le bon moment pour la placer avec ce but de Samuel Umtiti à la 51e minute sur un corner, la tête parfaitement placée. Donc un match très ouvert, les amis. Et il me semble que Eden Hazard a dit plusieurs fois en interview que c'était le meilleur match pour lui de sa carrière en termes de performance. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Les Français sont sortis victorieux 1-0. Mais bon, l'histoire évidemment se finira en beauté également pour les Belges, tout comme pour les Français, puisque par la suite ils vont venir gagner 2-0 dans la petite finale face à l'Angleterre. Les Anglais qu'ils avaient donc battu, on le rappelle, hop, je suis remonté un peu trop, juste ici, 1-0 en phase de groupe justement. Et donc après ils leur mettent 2-0 carrément pour la troisième place avec un but justement de Eden Hazard et Thomas Meunier. Des profils, bon, Eden Hazard on le verra pas en détail tout à l'heure parce qu'il est plus là, mais Thomas Meunier on le verra d'ailleurs, on touchera un petit mot sur ce profil là. Et une Coupe du Monde dans l'ensemble est évidemment très 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 correct. Troisième place du coup pour les Belges dans ce mondial 2018. Qu'en est-il de 2022 les gars? Et ben là c'est un peu moins beau puisque les Belges finissent troisième de leur groupe avec 4 points. Un groupe très homogène, pas de grands favoris à ce moment-là parce que oui le Maroc va finir en demi-finale mais à ce moment-là c'est pas forcément des ultra favoris de cette compétition. Mais voilà, un niveau hyper homogène avec des nations qui se valent un petit peu toutes. Bon, le Canada, un petit peu moins bon, forcément, bah d'ailleurs, il finissait avec 0 points justement. Mais les 3 premiers, franchement, c'est 3 nations qui auraient pu finir première, deuxième comme troisième chacune. Malheureusement, voilà, c'est la Belgique qui est en transition vers une nouvelle génération, qui tente de se reconstruire un petit peu. Et malheureusement, bah forcément, ça suffit pas lors de ce mondial-là. Pour parler un petit peu des résultats, ils ont gagné 1-0 face au Canada. Ils s'en sont d'ailleurs très très bien sortis dans ce match-là parce que les Canadiens avaient 13 tirs de plus que les Belges et avaient un XG de 3 face à 0,7 pour la Belgique. Donc voilà, les Belges ont été efficaces mais qui s'en sont bien sortis sur l'issue de ce match-là. Après, ils ont perdu 2-0 face au Maroc qui finit donc premier de ce groupe avec 7 points. Ils ont fait un match nul 0-0 contre la Croatie. Donc en soi, des résultats pas trop mauvais. Enfin voilà, je veux dire, tu bats le Canada, tu fais match nul contre la Croatie. Il y a cette défaite contre le Maroc évidemment qui fait un petit peu mal. Mais bon, ça ne suffit pas du coup pour les Belges qui finissent un point derrière les Croates. D'ailleurs, il me semble encore une fois dans ce match-là, face à la Croatie, on avait un très grand Thibaut Courtois qui nous avait fait un. Je sais pas s'il était homme du match, mais il avait fait pareil des super barrés qui avaient justement un petit peu sauvé la Belgique en termes de buts encaissés. Mais par ailleurs, la Belgique aurait également pu marquer beaucoup de buts dans ce match-là puisqu'elle avait un XG de 3. Donc voilà, les Belges qui ont été un peu irréguliers dans cette phase de groupe avec un XG de 0,7 puis de 3 en enchaînant les matchs. Bon, forcément, ça suffit pas dans cette compétition. Par la suite, parlons des qualifications à la Coupe du Monde. Comment les Belges se sont retrouvés là en 2026? Eh bien, ils finissent premiers de leur groupe avec 5 victoires et 3 matchs nuls en 8 rencontres, vous le voyez. 18 points donc devant les Pays de Galles avec 16 points juste derrière, notamment qu'ils ont battu 4-3 puis 4-2 lors de ces qualifications. Après forcément parmi ces 3 matchs nuls notamment des résultats qu'on aurait pu éviter, un match nul 1-1 face à la Macédoine du Nord, 1-1 face au Kazakhstan alors que le Kazakhstan avait pris un carton rouge dans ce match-là, donc à 11 contre 10 tu fais 1-1, forcément c'est pas un super résultat, mais voilà les Belges qui s'en sortent quand même très bien. Voilà, là on essaye de revenir sur certains détails, mais 18 points ça finit largement premier. Les Pays de Galles eux malheureusement ne se qualifieront pas pour la suite de cette Coupe du Monde. Et côté belge, bah voilà, ça le fait avec une différence de but de 22, donc 12 de positif par rapport au Pays de Galles, deuxième de ce groupe. Qualification relativement bonne du coup pour les Belges qui peuvent arriver en confiance. Maintenant, voyons l'historique un petit peu des euros. Là, on va revenir rapidement sur l'Euro 2016 parce que ça commence à dater. Ils finissent du coup deuxième de ce groupe avec 6 points, comme l'Italie, simplement même différence de but, etc. Par la suite, ils viennent affronter, du coup, vous le voyez, en huitième de finale, la Hongrie qui vont battre 4-0. Et par la suite, ils perdent 3-1 face au Pays de Galles. Donc à cette époque-là, le Pays de Galles avait battu la Belgique. Maintenant, c'est plus le cas. Mais bon, voilà, un parcours évidemment notable et remarquable quand même pour les Belges qui finissent en quart de finale de cet Euro, qui aurait pu aller chercher un petit peu plus parce que les Pays de Galles, c'est pas non plus un adversaire extraordinaire. Ça s'arrête là malheureusement. Qu'en est-il de la suite de l'histoire? Eh bien, sur l'Euro 2021, en phase de groupe, ils finissent avec 3 victoires, donc 9 points. Les Belges sont vraiment bouillants dans ces phases de poule à chaque fois. 3 victoires en 3 matchs, du coup, le résultat parfait. Ça bat le Danemark, la Finlande et la Russie. Bon, c'est pas un groupe hyper relevé, bien que le Danemark, c'est quand même une nation assez chiante à jouer, hein, on le sait, ils ont des belles qualités. Malheureusement, on n'aura pas la chance de les analyser parce que les barrages ne leur ont pas permis de se qualifier en Coupe du Monde. Et par la suite, du coup, qu'en est-il des Belges? Eh bien, ils vont venir gagner 1-0 face au Portugal avec Hazard qui marque. Cette fois-ci, c'est pas Eden Hazard, mais Torgen Hazard, évidemment, son frère. Donc voilà, un très très bon résultat, tu bats les anciens champions d'Europe, c'est merveilleux, et malheureusement tu perds par la suite 2-1 face à l'Italie qui sera championne d'Europe justement quelques jours plus tard, dans un match où
voilà, il y a eu de l'espoir quand même pour nos Belges, hein, parce que tu perds 2-0 à la 44e minute, notamment avec ce but d'Insigné. Et juste après, avant la mi-temps, tu marques sur penalty avec Lukaku. Donc l'enjeu était totalement relancé dans cette rencontre-là. Malheureusement, la deuxième mi-temps n'a pas permis à une équipe ou l'autre soit de creuser l'écart, soit de revenir dans la rencontre. Et donc ça se finit comme ça. L'Italie sort vainqueur de ses quarts de finale. Maintenant, pour finir, voyons l'Euro 2024. En phase de groupe, boum, la Belgique finit deuxième, donc là, moins bonne phase de groupe, hein, clairement. Tu finis dernière la Roumanie avec autant de points, mais bon, voilà, t'es quand même deuxième. Alors que tu as battu justement 2-0 les Roumains, mais après tu perds 1-0 face à la Slovaquie et tu fais match nul 0-0 contre l'Ukraine, bah c'est pas forcément terrible, hein. On attendait forcément mieux de cette Belgique qui est à ce moment-là encore plus en transition que pendant la Coupe du Monde 2022, hein, parce que tu perds de plus en plus de joueurs au fur et à mesure des années, bien que là on va le voir, c'est en train de se reconstruire, hein. Je pense à des Jérémy Doku notamment, voilà des profils de ce calibre-là qu'on va voir en détail du coup dans un instant et qui permettent à la Belgique d'avoir un petit espoir pour cette Coupe du Monde 2026. Donc ils finissent deuxième de ce groupe et par la suite, ils viennent rencontrer les Français, contre qui ils vont de nouveau perdre 1-0 sur un contre son camp du coup de Vertonghen qu'on va voir rapidement. Attention, à tout moment je me fais ban de YouTube, donc je parle pas au cas où je dois couper cet extrait. Je vous laisse profiter du moment pour les Français, et bon, je vous laisse fermer les yeux pour les Belges. Magnifique du coup, frappe de Colomwani qui est contrée comme ça sur la cuisse de Vertonghen. Ça permet donc aux Français de rejoindre les quarts de finale, hein, parce que ce match-là, du coup, c'était un huitième de finale. Bon, évidemment, c'était pas non plus une rencontre exceptionnelle, hein. Là, avec du recul, les Français, on s'en est bien sortis parce que c'était, je pense, notre pire match de cet Euro. On le voit les statistiques juste ici. XG de 1 par rapport à 0,2, donc les Belges n'avaient vraiment pas été fameux non plus en face, mais c'était un match waouh, tu te dis est-ce que je suis en train de regarder de la Nationale 1 ou alors est-ce que je suis en train de regarder l'Euro, on sait pas trop. Les Français, vous le voyez, 19 tirs et 2 cadrés, les gars, c'est un truc de fou. Il y a 17 frappes qu'on n'a pas cadrées, un manque de réalisme total, alors que les Belges c'était un petit peu mieux, beaucoup moins d'occasions créées, avec 0 grosse occasion, mais quand même 5 tirs et 2 cadrés. Ça leur a pas suffi forcément, nous on a qu'une grosse occasion. Un match, ouais, c'était compliqué, en plus je me souviens, il faisait froid ce jour-là et tout, c'était la galère, ça montrait que c'était pas le bon Euro, que ce soit pour les Belges ou pour les Français qui vont perdre par la suite. Après, forcément, on bat le Portugal, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fait éliminer par l'Espagne en demi-finale. Donc voilà, une rencontre qui restera évidemment dans le livre d'histoire, mais qui n'était pas la plus grande performance des Belges ou encore des Français. Maintenant, voyons les derniers matchs amicaux qu'a disputé la Belgique justement avant d'arriver pour cette Coupe du Monde. Eh bien, il y a eu 7 victoires, 5-2 face aux États-Unis, un match que j'avais suivi justement, une très belle performance des Belges, qui était mené 1-0 jusqu'à la 39e, puis ils étaient revenus 5-1 simplement, et après on a une réduction du score 5-2 à la 87e si je dis pas de bêtises pour les États-Unis. Mais voilà, un match où la Belgique avait su enchaîner 5 buts d'affilée, même s'ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 39e, donc franchement un mental on va dire relativement solide pour les Belges, bien que ça reste évidemment un match amical, donc il n'y a pas non plus un énorme enjeu. Maintenant, on a des performances évidemment à souligner sur des joueurs qu'on verra pour certains en détail tout à l'heure, notamment Lamens, hein, le gardien qui nous avait sorti un superbe arrêt à la 18e minute sur une main relativement opposée, je sais pas comment dire, mais allez checker le résumé après la vidéo, justement, vous pourrez voir cet arrêt en détail. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre de vidéo juste ici, mais retenez que Lamens nous a fait un super arrêt, parce que tout à l'heure, on verra, vous vous doutez, il y a un gardien qui est quand même devant, évidemment, dans cette sélection, mais Lamens, ça reste très intéressant comme deuxième option. Ensuite, on a Dodi Lukebakio qui nous avait sorti une belle performance ce soir-là en inscrivant un doublé avec un but à la 68e, si je dis pas de bêtises, une frappe comme ça, boum, qui part enroulée dans la lucarne, et un but également à la 82e, une frappe puissante là, cette fois-ci dans la surface. Donc voilà, des petites performances à souligner, des joueurs qu'on n'attend pas forcément au centre de la sélection et qui sont quand même là présents, donc ça montre un peu que c'est un collectif relativement bien fondé, justement, cette sélection belge. Et par la suite, du coup, on a ce match nul 1-1 face au Mexique, un match un peu décevant avec seulement 5 tirs sur l'ensemble de la rencontre. Voilà, on a eu un grand Tillmans ce soir-là côté belge. Et à part ça, on n'a pas de grande performance à souligner, hein, ni côté Mexique, ni côté Belgique. Donc voilà, un match qui reste, forcément, c'est pas un hyper bon résultat que ce soit pour l'un ou pour l'autre, donc ça reste anecdotique. Maintenant, la Belgique aura l'occasion évidemment de se rattraper, puisqu'elle jouera la Croatie le 2 juin et la Tunisie le 6 juin, de quoi justement se remettre en confiance avant le mondial. Maintenant, voyons donc l'historique des nations entre justement les différentes équipes de ce groupe. Donc face à l'Égypte, tout d'abord on a une victoire 3-0 des Belges en 2018 et par la suite en 2022 une défaite 2-1. Donc attention, les deux nations ont du potentiel face justement à l'autre. Après on a vu une Égypte très solide en 2022 hein, lors de cette victoire 2-1 puisque c'était notamment 80% de duels aériens remportés pour les Égyptiens et 9 interceptions au cours de la rencontre.
Et s'étaient montrés très solides et très efficaces défensivement ce soir-là, les Égyptiens. À voir s'ils vont pouvoir établir le même plan de jeu, justement, lors de cette rencontre en phase de groupe de Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai noté notamment dans l'introduction que l'Égypte était une nation quand même à surveiller, hein. Ça semble être la meilleure évidemment des trois autres. Ensuite, du coup, face à l'Iran, eh ben, on n'a eu aucun match, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les jeunes, chez tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et enfin, face à la Nouvelle-Zélande, on a eu un match qui devait se jouer en 2020 mais qui a été annulé. Sinon, on a eu justement chez les femmes un match nul un partout plus récemment. Mais du coup, on n'a pas eu de rencontre entre les deux équipes masculines premières de ces sélections dans l'histoire. Donc justement, ça va être intéressant parce que la nation qui a le plus gros potentiel, c'est-à-dire l'Égypte, on a vu qu'ils pouvaient justement battre les Belges comme on l'a vu du coup en 2022, alors que l'Iran et la Nouvelle-Zélande, ça s'est jamais affronté. Donc avoir des petites surprises, attention ça peut arriver, on sait jamais, c'est la Coupe du Monde, c'est comme ça les gars, bien qu'on souhaite évidemment le meilleur pour les Belges, hein, on reste évidemment avec nos voisins. Maintenant place à la forme récente du coup de cette équipe qui sur les 10 derniers matchs, donc c'est les 8 matchs de qualification et les 2 matchs amicaux, et bien elle compte 4 matchs nuls et 6 victoires, donc ils arrivent relativement confiants sur leurs derniers résultats évidemment parce que tu as 0 défaite en 10 matchs, c'est excellent, ils n'ont pas perdu l'année 2026 du coup ça veut dire, tu as notamment 35 buts marqués et 10 encaissés, donc un excellent ratio positif de 25 buts marqués du coup, avec une très grosse attaque évidemment, une bonne dynamique globale pour cette équipe. Donc voilà, à souligner, une bonne dynamique notamment prise en main par leur coach Rudy Garcia, évidemment un nom qui parle à tout le monde dans le monde du football, notamment le monde du football français, un entraîneur qui a 850 matchs du coup dans sa carrière, un ratio de 50% de victoires, 25% de matchs nuls et 25% de défaites, donc dans l'ensemble c'est plutôt correct. Il a notamment fait Saint-Étienne, Dijon, Le Mans, Lille évidemment, hein, forcément il a été champion en 2010-2011. L'AS Roma, sinon dans les autres championnats. Après, il a fait Marseille, il a fait Lyon, il a fait Al Nasser, il a fait Naples. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit peu l'historique de toute sa carrière. Évidemment, dans les performances, on peut revenir sur Lyon qui avait fini en demi-finale de la Ligue des Champions 2020 avec justement du coup Rudy Garcia sur le banc. Al Nasser, il a fini deuxième du championnat saoudien, mais bon, ça c'est pas non plus une performance délirante. Donc voilà, un coach qui a quand même des gros clubs dans sa carrière, hein. Je pense notamment à Naples, Lyon, Marseille, comme ça, quand même, l'AS Roma, Lille, franchement des belles équipes. Et sinon, avec la Belgique, eh ben, il est présent depuis janvier 2025. Et là, c'est sa première sélection nationale qu'il entraîne. Donc on voit qu'il se débrouille plutôt bien, hein, parce que c'est des très bons résultats. On le revoit dans la forme récente, hein. Donc on a très hâte de voir comment Rudy Garcia va justement pouvoir rebondir face à la défaite de 2022 qu'avait subi la Belgique, parce que c'était pas lui sur le banc. Donc là maintenant, voyons comment Rudy Garcia va pouvoir établir un nouveau plan de jeu et comment simplement il va pouvoir trouver un équilibre entre tous ces nouveaux joueurs qui arrivent dans cette sélection. On va voir justement les joueurs dans un instant, mais avant, passons aux statistiques, avec simplement un âge moyen de 26,6 ans pour cette sélection. C'est l'équipe la plus jeune de ce groupe, parce qu'on a une moyenne d'âge relativement élevée, en effet 27,7 ans pour ce groupe G, c'est absolument énorme. On a vu des groupes qui avaient plutôt des moyennes qui dépassaient même pas les 26 ans, bah là c'est 27,7, donc des équipes très 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 vieilles. Et avec 26,6 ans, les Belges sont les plus jeunes. Bon évidemment, il faut prendre du recul, c'est les plus jeunes de ce groupe certes, mais sur l'ensemble des équipes de la Coupe du Monde, bon, ils sont dans la moyenne, peut-être un petit peu au-dessus, je sais pas, ça doit être 26,3,4, la moyenne on va dire globale des équipes de la Coupe du Monde. Voilà, c'est une statistique qui est intéressante à évoquer évidemment, mais qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'on est en pleine transition, comme on le dit justement, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, même si là on est petit à petit en train de vraiment fonder la nouvelle génération, parce que la transition elle a commencé il y a un long moment quand même, les Belges, on attend justement que vous ayez cette nouvelle génération. Maintenant, plaçons au secteur offensif, avec du coup 3,6 buts marqués par match, c'est le deuxième meilleur ratio de ce groupe. Attention, je vous laisse réfléchir, entre l'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande, qui a le meilleur ratio? Je vous laisse quelques secondes les amis. C'est la Nouvelle-Zélande avec 3,8 buts marqués par match. On le verra dans les jours qui viennent, mais après, forcément, en Océanie, tu affrontes des équipes avec des défenses plus faibles, donc tu marques plus de buts. Voilà, faut toujours prendre du recul évidemment sur les statistiques qu'on évoque. Maintenant, les Belges, c'est quand même très solide avec 4,5 grosses occasions par match. Cette fois-ci, ce sont eux les meilleurs de ce groupe. Et d'ailleurs, ils ont 1,1 hors-jeu par match, donc c'est le plus petit ratio cette fois-ci de ce groupe, donc c'est hyper positif, hein. Et au vu des occasions, tu as 4,5 grosses occasions pour 1,1 hors-jeu. Tu maîtrises parfaitement ce jeu de position, il joue très bien justement sur les lignes, etc. Donc ça c'est les statistiques des matchs de qualification, pardon. Donc c'était déjà Rudy Garcia qui mettait ce plan de jeu là en place. Donc justement un jeu de position qui va être très important à suivre dans cette sélection belge, parce qu'ils vont pouvoir être dangereux notamment sur les transitions, parce qu'ils sont pas trop, ils provoquent pas beaucoup de hors-jeu notamment. Donc sur les transitions, les contre-attaques, etc. ça peut partir très vite sans provoquer de hors-jeu les Belges. Donc c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir se montrer dangereux. Maintenant parlons un petit peu
peu simplement des passes, où j'ai du coup mis en avant les centres réussis, 27,8%, alors qu'on a que 17% des buts marqués de la tête, c'est 5 buts sur 29, bon en vrai j'ai dit que 17%, mais ça reste pas mal évidemment, et du coup on voit qu'ils ont les occasions pour marquer justement de la tête avec 27,8%, c'est le ratio d'ailleurs le plus haut de ce groupe. Sinon, en moyenne sur ces qualifications, ils étaient à 68,1% de possession, mais ça se réduit évidemment face aux plus grandes équipes, hein, notamment face aux États-Unis, c'était que 48% de possession, donc tu perds déjà 20%. Face au Mexique, c'était 52% de possession, donc tu perds également 16%. Voilà, donc la possession, je ne l'ai pas noté ici parce que ça reste anecdotique et ça varie beaucoup en fonction des adversaires de la Belgique, mais les centraux réussis, c'est ça qu'on peut retenir évidemment. Les Belges qui vont pouvoir être dangereux au-delà des transitions, des contre-attaques, justement déborder et recentrer, ça va être un domaine intéressant à suivre, surtout qu'ils ont des belles qualités sur ces côtés en tant qu'ailier justement pour réaliser ce genre d'exercice. Maintenant, passons à la défense simplement, là où on a d'abord 4 clean sheets en 8 matchs, c'est le ratio encore une fois le plus haut de ce groupe. Après voilà, c'est pas non plus énorme parce que quand tu vois les nations justement dans ces groupes de qualification, la Belgique aurait pu faire mieux quand même que 4 clean sheets en 8 matchs, mais ça reste évidemment correct et à noter. Ah bah non, je suis bête. Excusez-moi, je suis revenu beaucoup trop loin. Hop, 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 hop. Qualification, on voit, la Macédoine du Nord, tu t'en prenais un. Le Kazakhstan aussi, ils s'en prennent. Les Pays de Galles, dans les 2 matchs, pareil, ils se prennent des buts. Liechtenstein, tout ça, bon, 4 clean sheets en 8 matchs. Tu aurais pu quand même espérer un petit peu mieux quand tu vois Macédoine du Nord, Kazakhstan, Liechtenstein. Mais ça reste évidemment, encore une fois, la meilleure nation de ce groupe, bien que ce groupe ne soit pas composé d'équipes ultra favorites pour cette Coupe du Monde. Au-delà de ces 4 clean sheets, eh bien, on a 0,9 buts encaissés par match. Donc, excellent ratio pareil, parce que quand on revient ici et qu'on voit qu'en moyenne, il marque 3,6 buts et on encaisse 0,9, le ratio est plus que positif pour les Belges, donc ça reste très costaud défensivement également, au-delà d'être très bon offensivement. Et enfin, dernier chiffre intéressant, 1,1 carton jaune par match, comme les hors-jeux d'ailleurs. Donc au-delà d'être efficace, eh bien, ils maîtrisent très bien leur intervention. Donc cette défense, justement, on va revenir dans un instant directement de... On peut passer aux joueurs à suivre justement pour parler de ses qualités offensives, défensives, tout ça, voir tout ce qui fait que les Belges s'en sortent avec des très bonnes statistiques comme ça, au-delà justement de ce plan de jeu mis en place par Rudy Garcia. C'est grâce à des profils en attaque. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis les différents profils. On va revenir dessus rapidement, mais j'ai pas fait comme pour les petites nations, un par un, on présente vraiment les joueurs, parce que là, c'est quand même des joueurs qu'on connaît relativement bien si on suit un petit peu le foot. Je vous les présente alors, hein. On a Loïs Openda dans un premier temps, le joueur de la Juventus de 26 ans, valorisé à 43 millions d'euros. Il va pouvoir apporter notamment de l'expérience dans cette sélection avec 31 sélections justement. Même si bon, il n'a pas non plus énormément de temps de jeu cette saison parce que c'est Jonathan David qui prend sa place. Ensuite, on a forcément Romelu Lukaku, 33 ans. Lui, il va vraiment pouvoir apporter de l'expérience avec 124 sélections simplement. 89 buts avec la Belgique, c'est absolument énorme. Même s'il a très peu de temps de jeu cette saison parce qu'il a notamment été blessé du mois d'août au mois de février. Donc bon, je pense que même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, ça peut rester intéressant de le prendre dans l'effectif parce que justement, c'est un joueur qui peut t'apporter de l'expérience, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain. Ça peut être intéressant de le faire entrer de temps en temps si t'es pas sûr de le mettre titulaire. Donc je pense que quand même c'est un profil que tu dois avoir dans ton équipe, surtout dans une nation comme la Belgique qui n'a pas non plus 36 000 grands joueurs qui sont encore à leur actif parce que la génération dorée, du coup, il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite. Et Romelu Lukaku, justement, je pense que ça peut être justement une occasion à saisir de l'avoir dans ton vestiaire. Ensuite, à ses côtés, vous le voyez, Leandro Trossard, le joueur d'Arsenal de 31 ans. Pareil, des profils relativement vieux, 33 ans, 31 ans ici. 50 sélections du coup à son actif avec la Belgique, qui en 1700 minutes cette saison, ça fait à peu près 19 matchs, compte quand même 5 buts et 5 passes décisives. Donc un joueur quand même décisif qu'on pourra notamment simplement combiner avec, vous le voyez ici, le joueur à gauche dans la catégorie en bas, simplement Charles de Ketteler, le joueur de 25 ans de l'Atalanta, de 1m92, donc un profil qui est grand et qui va pouvoir notamment marquer sur les têtes avec les plus de 27% de centres réussis. Donc un gaucher très polyvalent qui peut jouer buteur, donc numéro 9, numéro 10, donc milieu offensif, ailier des deux côtés. Franchement, c'est parfait quand tu veux faire rentrer un mec comme ça en fin de match et que tu as soit une crampe d'un côté, un manque d'un autre côté, que tu as vu qu'il y avait un point faible chez l'adversaire, il va être hyper intéressant à faire rentrer parce qu'il peut jouer plusieurs rôles à la fois. Et il est également très bon dans la percussion puisqu'il a été flashé à 32 km/h cette saison. Voilà, il est d'ailleurs valorisé à 32 millions d'euros à 25 ans. Et enfin, le joueur que j'adore, franchement, c'est un Jérémy Doku, du coup, forcément, vous le connaissez, le joueur de Manchester City de 23 ans, seulement 23 ans, les amis. Bon, il en aura 24 au moment de la Coupe du Monde parce que son anniversaire, c'est le 27 mai, mais pour le moment, il en a 23. Un mec hyper explosif, flashé pareil à plus de 32 km/h cette saison. Et ce que j'adore, c'est sa
technicité, voilà, 57% de dribble réussi. En plus, il est très bon dans le pressing haut avec 3,1 ballons récupérés par match. Franchement, c'est un profil que je trouve hyper sous-coté dans le monde du football, dans le monde des ailiers. Parce que oui, forcément, t'as des mecs comme Yamal, comme Olysée, donc la lumière est vraiment sur eux. Jérémy Doku, franchement, j'adore. Je trouve qu'en élimination, en 1 contre 1, il est placé très haut. Bon, pour moi, il est dans le top 3 avec Yamal, Olysée. Tu peux avoir des bas, mais en termes d'ailier, je trouve franchement d'une qualité exceptionnelle. Il a seulement 23 ans, évidemment, on le rappelle, les amis. Donc à suivre de très près, il me fait peur justement cette capacité qu'il a un petit peu à être sur le côté, boum boum, il te met dans le vent, il met le défenseur dans le vent et il enroule directement. Il sait faire très bien ce genre de choses, on l'a notamment vu lors du match 3 partout de Manchester City récemment. Maintenant, du coup, place au milieu de terrain, parce qu'on va quand même parler d'autres profils d'expérience qui sont encore là. On avait parlé de Lukaku, on a évidemment Kevin De Bruyne avec 115 sélections, 34 ans, du coup, ce joueur-là, qui joue du coup maintenant à Naples. Il a été blessé du mois d'octobre au mois d'avril. Donc oui, forcément, tu manques un petit peu de temps de jeu, mais il nous fait encore une super saison à Naples, évidemment, et forcément, avec cette expérience-là, comment ne pas le prendre simplement dans la sélection. Il sera alors aux côtés de joueurs comme Yuri Tillmans, le joueur d'Aston Villa qui joue milieu central, voire milieu défensif. Là où De Bruyne, ça va être le profil le plus offensif de ceux que je vais vous présenter dans ce milieu de terrain. Tillmans, lui, c'est un peu plus reculé justement en termes de position, mais c'est un joueur quand même polyvalent qui peut jouer du coup milieu central ou milieu défensif. Il a des blessures fréquentes quand même cette saison, mais à 29 ans, il reste très costaud avec 60% de duels au sol et aérien remportés, 4 ballons récupérés par match en plus. Voilà, il est intéressant également dans les longs ballons, c'est une belle option offensive avec 7 passes décisives en 2400 minutes de jeu cette saison, ça fait à peu près 27 matchs. Donc voilà, un profil qui est plutôt défensif, mais qui va quand même pouvoir participer notamment aux contre-attaques. On l'a vu, on en parlait justement de ce jeu de transition qui peut se faire très rapidement côté belge. Enfin, dernier profil, Amadou Onana. Je vous invite à aller voir la vidéo de Just Riyad. Pour ceux qui connaissent, voilà, il a fait une journée avec Amadou Onana. Franchement, c'était super, un super mec. Franchement, c'est Amadou Onana, très humain. Au-delà d'être un très bon joueur qui joue du coup milieu central, voire milieu défensif. Un profil physique qui joue du coup à Aston Villa. Donc pour la combinaison avec Tillmans, c'est parfait. Et je disais physique parce que c'est 64% de duels remportés, que ce soit aérien et au sol, pardon. 3 ballons récupérés par match en moyenne. En plus de ça, il est bon sur les longs ballons, donc il va pouvoir servir les attaquants comme Lukaku qui va plus pouvoir faire 36 000 courses par match. Donc la combinaison est parfaite. Ce jeune joueur de 24 ans qui va falloir suivre de près, du coup avec Tillmans, parce que les deux se connaissent bien, ils jouent dans le même club. Et l'expérience de Kevin De Bruyne associée à tout ça, c'est merveilleux. On a un super cocktail digne d'une pina colada sous 30 degrés. Ensuite les amis, on passe en défense. Avec ces 5 profils que j'ai envie de vous présenter, on commence avec Zeno de Bast, le joueur du Sporting de 1m91, voilà, 22 ans, donc relativement jeune. Il peut d'ailleurs jouer milieu central, tout comme des défenseurs centrales, donc si on a un manque, un moment au milieu de terrain, il va pouvoir justement combler simplement cette absence. Il est notamment bon sur les longs ballons, donc intéressant dans la relance et dans la construction de jeu. À ses côtés, on aura également Maxime De Cuyper, le joueur vraiment qui a une tête de belge, je trouve. Attention, heureusement qu'on fait pas le Sénégal ou le Congo, parce que je pense que tu dis ça, c'est pas la même interprétation. Mais voilà, je trouve qu'il fait vraiment belge, ce mec-là de Brighton, justement, 25 ans, qui joue défenseur gauche. Il est bon à la récupération et à la construction de jeu et la relance, pareil comme son collègue Zeno de Bast. Mais attention, parce que son point faible, c'est les duels aériens, avec seulement 35% de réussite dans cet exercice-là. Il fait 1m83, donc bon, il n'est pas non plus très grand, mais quand tu es défenseur, tu dois quand même t'en sortir à ce niveau-là, parce que 35% c'est moins que certains attaquants de certaines équipes. Donc bon, ce ratio est relativement faible, et si les adversaires justement insistent sur ce point-là, ça va pouvoir être dangereux côté Belgique. Associé à tout ça, on aura donc Conny De Winter, le joueur de l'AC Milan, de 23 ans, qui joue défenseur central, voire défenseur droit. Il va justement pouvoir combler ce manque dans la capacité des duels aériens, puisque lui, il réussit 67% justement de ces duels-là. Il a en plus de ça 3 ballons récupérés par match, donc un excellent joueur en termes de récupération, qui pourra ensuite être combiné à l'expérience de Thomas Meunier. On y vient des joueurs un petit peu plus d'expérience, parce que de base c'était 22 ans, Maxime De Cuyper c'est 25 ans, bon c'est quand même un peu expérimenté, je crois qu'il a 17 sélections, j'ai peur de dire une bêtise, quelque chose comme ça. Ensuite on a du coup De Winter, là c'est que 23 ans. Mais bon, Meunier, lui, avec ses 34 ans, il a plus de 78 matchs avec la Belgique, donc il sait ce qu'il fait, c'est un bon pilier. Il est intéressant au LOSC avec 59% de duels aériens remportés et 4 ballons récupérés par match. C'est un profil qui connaît le football, il sait comment on y joue, il y joue simplement, et justement, c'est un
un point important à avoir du coup dans cette équipe. On a vu qu'on avait un niveau d'expérience avec Lukaku en attaque, un niveau d'expérience au milieu de terrain avec De Bruyne et un niveau d'expérience supplémentaire en défense avec Thomas Meunier. Donc tous les secteurs sont comblés d'expérience. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que dans le vestiaire tu as besoin justement d'avoir un mec ou même sur le terrain qui te rassure. Donc voilà, c'est toujours bien dans cette sélection qu'on a vu un mélange de mecs âgés, de mecs nouveaux qui arrivent et le mélange se fait parfaitement. Oula pardon, j'ai passé la slide. Enfin, on a Nathan Ngoy, le joueur de Lille également, donc la superbe connexion qui va pouvoir se faire entre Meunier et Ngoy, ça va être trop cool à suivre. Donc Ngoy c'est un joueur de 22 ans qui a que 2 matchs avec la sélection, donc là pareil, le contraste entre les 78 matchs de Meunier et les 2 matchs de Ngoy, ça va être intéressant aussi à suivre. Il a 59% de réussite dans les duels au sol et aérien, donc voilà, très solide malgré son jeune âge. Et je me souviens notamment de son super but en tant que Lillois, forcément à la 94e minute contre Nantes le 1er mars. Voilà, il avait délivré le stade Pierre-Mauroy, c'était magnifique. Donc on le remercie encore évidemment. Et on lui souhaite le meilleur pour cette Coupe du Monde, forcément, même si j'ai un petit peu coupé son crâne. C'est pas un manque de respect, les gars. J'ai simplement oublié de redescendre la photo. Maintenant, passons au gardien. Bon, là, on n'a pas des grandes qualités. Ouais, vous le voyez, des petits joueurs, quoi. Thibaut Courtois, 34 ans. Et c'est le meilleur gardien de la planète à l'heure actuelle. Rien de plus à rajouter. Il est dans le débat des plus grands gardiens du monde. Même si, messieurs, dames, ne manquez pas de respect à Manuel Neuer, qui reste évidemment le number one. Après, à mes yeux, ça se discute, intention, Buffon de Courtois, ça se fait la bise. Donc voilà, pour moi, il est là, le top 3 des plus grands gardiens de tous les temps. À vous de les classer comme vous voulez, mais moi, je mets Neuer. Et Courtois, Buffon, faut que j'y réfléchisse un petit peu dans ma tête, mais voilà. Tout ça pour dire, le niveau de ce mec, c'est exceptionnel. Malheureusement, il n'est pas dans le plus grand Real de tous les temps à l'heure actuelle. Mais on connaît sa qualité, il nous a fait des performances exceptionnelles en Ligue des Champions, il a pas peur justement des matchs à haute pression, performance exceptionnelle également en sélection simplement, il a également une superbe expérience, donc voilà, on a vraiment un joueur d'expérience dans chaque secteur. J'ai rien de plus à rajouter, voilà, vous le connaissez tous, on va pas non plus en parler 36 000 fois, surtout que je pense que la vidéo est pas mal longue déjà. Et du coup, à ses côtés, on aura Senne Lamens, le joueur de 23 ans de Manchester United qui compte une seule sélection. Il avait été très bon justement dans ce match face aux États-Unis, on l'avait dit. Et au-delà de ça, ses qualités premières, c'est notamment les sorties aériennes. Et il a beaucoup de temps de jeu, donc ça, c'est intéressant pour un jeune joueur comme ça de 23 ans, puisqu'il a 3150 minutes de jeu cette saison, ça fait à peu près 35 matchs. Et puis les amis, je pense qu'on peut dire qu'on a fini pour ce 25e épisode de notre tour du monde. La Belgique, nos amis, les voisins, les collègues, tout ce que vous voulez, on sera de tout cœur avec vous, voilà. Si la France n'est plus là, évidemment on aura une petite pensée pour vous si vous êtes toujours là, et dans notre cœur, on sera quand même content pour vous si vous faites un beau parcours, donc voilà, on souhaite le meilleur à nos amis belges évidemment, dans ce groupe G, ils peuvent très très bien s'en sortir comme, attention à pas arriver un petit peu justement le torse bombé en se disant ça y est on va finir premier. On peut avoir des belles surprises, on le sait. Les amis, quoi qu'il en soit, on se retrouve justement dans les jours qui viennent pour analyser ces équipes qui vont pouvoir créer la surprise. Quoi qu'il en soit, les Belges, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse. Et puis j'ai très hâte de vous retrouver dès demain. Encore une fois, merci pour le soutien et pour votre fidélité, les gars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis du coup à demain. Ciao.